Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel événement en ligne de la Fabrique de la Cité dédié à l'objectif ZAN. On va laisser une petite minute pour que les différents internautes puissent se connecter en ligne et ensuite nous pourrons commencer notre événement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel événement de la Fabrique de la Cité dédié au zéro artificialisation nette des sols. La Fabrique de la Cité est un think tank dédié à la prospective et aux innovations urbaines. Nos travaux se structurent principalement autour de 5 grands axes de l'aménagement des villes et des territoires, donc les mobilités, l'aménagement urbain et bâti, l'énergie, la révolution numérique et les nouveaux usages. Ces axes de travail se déclinent par la suite en projets de recherche qui sont menés avec nos partenaires et nous conduisons donc la production de rapports, d'éditos, de points de vue qui permettent d'animer le débat sur l'avenir de la ville et des territoires. Cette année, les principaux thèmes étudiés sont la mobilité, les villes moyennes, la réindustrialisation et l'objectif ZAN qui occupe aujourd'hui notre événement et notre débat de ce jour. Pour introduire et présenter ce débat, je suis Vincent Lerosic, directeur adjoint de la Fabrique de la Cité, et Héloïse Desailles, qui est assistante de recherche à la Fabrique de la Cité. Héloïse, je te laisse du coup introduire notre Merci événement de ce jour. Donc, je vais passer, pas tout de suite. Donc, du coup, cette année, la Fabrique de la Cité a décidé de lancer une séquence de travaux sur ce nouvel objectif, qui est l'objectif de zéro artificialisation nette des sols. Donc, alors, pour rappel, c'est un objectif qui a été proposé par la Convention citoyenne pour le climat et c'est la loi Climat et Résilience du 22 août 2021 qui l'a introduit. Donc, c'est un objectif qui a pour horizon 2050 et la loi fixe aussi un objectif intermédiaire pour 2030 de division par 2 du rythme de l'artificialisation. Donc, dans le cadre de cette séquence, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui notre premier séminaire sur l'objectif. Donc, cette séquence sur le ZAN que nous avons commencé cette année comprendra 4 notes. Donc, à ce jour, nous avons écrit 2 notes. Une première note qui a été publiée en mars dernier, qui constitue une synthèse des auditions menées par la Fabrique de la Cité durant toute l'année 2021. Et une deuxième note qui a été publiée plus récemment en avril, qui fait le lien entre le ZAN et la stratégie nationale bas carbone. Donc, pour discuter de ces 2 notes et de l'objectif ZAN, nous avons le plaisir d'accueillir les 3 intervenants qui sont ici présentés sur le diaporama. Donc, Monsieur Julien Chambon, vous êtes le maire de la ville d'Houille depuis 2020. Vous êtes également vice-président de la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucle de Seine en charge de l'habitat et du logement. Et enfin, vous êtes aussi conseiller départemental des Yvelines. Nous avons aussi Monsieur Laurent Morel avec nous. Vous êtes associé du cabinet de conseil Carbone 4, vice-président du Shift Project et président de l'Institut français pour la performance du bâtiment. Et enfin, Monsieur Cédric Le Guillou, vous êtes docteur en agronomie et aussi responsable technique en gestion agroécologique des sols pour le laboratoire Auréa. Donc, pour commencer cette conférence, on va effectuer un premier tour de table en commençant par une question. Je vais vous demander de répondre très rapidement en 3 minutes seulement. Donc, je vais vous demander pour vous quel est le principal enjeu de l'objectif ZAN. Et donc, je vais commencer par vous, Monsieur Chambon, en tant que maire de la ville d'Houille. Quel est pour vous le principal enjeu du ZAN? Merci, merci de cette invitation. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Bien. C'est parfait. Donc, merci de cette invitation. Donc, je le disais à cet échange-là. Bonjour également à tous les personnes qui regardent ce débat. Et également, je salue les autres intervenants que j'aurais pas eu le plaisir de croiser en vrai, mais bon, c'est comme ça. C'est aussi le contexte Covid qui veut ça. Ça ne doit pas empêcher le débat, donc on s'adapte. Donc, merci, je redisais, pour la Fabrique de la Cité, de l'organisation de ce débat et surtout
Rapidement, merci aussi de m'inviter en tant qu'élu, parce que je pense que ce sont des débats qui parfois sont très technicisants et très techniques, et c'est important. Je pense que le champ politique, les acteurs politiques se saisissent de ces différents enjeux et aussi leur voix à faire porter. Donc, très rapidement, par rapport à l'enjeu du ZAN, rien que le terme, on a déjà perdu tout le monde, j'ai envie de dire, c'est dans l'acronyme habitable, si je puis dire. Donc, cet enjeu en tout cas, de l'usage du foncier et d'arrêter, on va dire, d'artificialiser du foncier. Moi, je suis maire dans la région Île-de-France, donc ça peut être des forêts, ça peut être des champs. En tout cas, ce qui est considéré comme naturel, d'arrêter de l'artificialiser, ce foncier-là. Pour moi, l'enjeu majeur, finalement, c'est ce que j'ai dit, c'est quel est l'usage légitime du foncier et qui décide de l'usage du foncier. Qu'est-ce qui est rare en Île-de-France particulièrement et aussi dans une ville de grande banlieue? C'est la terre, c'est l'espace, c'est le foncier. Donc ce qui est rare devient un enjeu fort entre les différentes puissances, si je puis dire, qu'elles soient économiques ou politiques. Et finalement, l'objectif ZAN vient rendre plus aigu ces enjeux de qui décide de l'usage du foncier. Est-ce qu'on doit l'utiliser pour du logement? Est-ce qu'on doit l'utiliser pour de l'activité économique? Si on préserve du foncier, peut-être dans nos zones agricoles, du coup, qu'est-ce qu'on fait du foncier disponible ou non disponible dans les villes, donc dans les territoires déjà considérés comme artificialisés? Donc moi, vraiment, pour moi, l'enjeu du ZAN, c'est finalement ça, ça rend aigu, en fait, les tensions qui sont déjà, quelque part, à l'œuvre et existantes, notamment en Île-de-France. Donc, comment on utilise, qui décide de la légitimité de l'usage du foncier, quelle destination on lui donne et quelles sont finalement les bonnes échelles de décision. Et ça aussi, alors c'est peut-être mon tropisme encore une fois francilien, mais on est en France, on a un joyeux bordel administratif et politique en région Île-de-France. Hein. On a la commune, on a l'agglomération, on a potentiellement des syndicats d'aménagement, on a le département, on a la région, on a l'État. Rien que là, on sait déjà plus qui décide de quoi, comment on applique une stratégie. Donc, en tous les cas, l'enjeu de la ZAN, c'est ça. C'est l'enjeu politique. Qui décide, quel usage du foncier on fait. Et pour moi, la ZAN vient raffermir et retendre en fait déjà ces rapports de force sur l'usage du foncier. Et surtout, ça pose la question de l'éclairage. Moi, à l'échelle de ma mairie, artificialisée sur son territoire, je ne peux pas analyser la situation à cette échelle-là uniquement. Donc forcément, il faut élargir la focale, peut-être déjà l'agglomération, peut-être le département. Donc on voit bien que l'enjeu politique, il est aussi institutionnel sur comment on adresse la légitimité de la question politique sur cet objet-là et les conséquences à chaque niveau territorial, les conséquences concrètes. Donc voilà pour moi en tout cas l'enjeu majeur, la pression que ça remet encore plus sur le foncier artificialisé si on veut préserver celui qu'on veut garder en naturel et qui décide, comment et pour qui, pour quels usages. Voilà pour moi en tout cas le gros enjeu aujourd'hui en tant que représentant politique face à ce maquis aussi institutionnel qui va se saisir de cette question pertinente au demeurant. Effectivement, donc le ZAN vient renforcer cette question de l'usage et de la décision. Ensuite, pour vous, Monsieur Morel, je passe à vous en tant qu'expert sur le climat. Quel est pour vous le principal enjeu de cet objectif ZAN? Alors, écoutez, bonjour à tous et à toutes. Je me joins à Monsieur le maire là, pour saluer tout le monde et tous les participants à ce petit séminaire. Je voudrais dire, alors là, je vais prendre une casquette plus The Shift Project avec vous savez qu'on a publié récemment un document qu'on espère un peu exhaustif, qu'on a intitulé pompeusement Plan de transformation de l'économie française et qui plaide pour une planification de la transformation de l'économie française dans le sens de la décarbonation de l'ensemble de l'économie. Alors, on a eu le plaisir de voir que cette notion de planification écologique était maintenant reprise par l'ensemble des candidats à la présidentielle. Et donc, voilà, donc l'idée fait son chemin que la transformation de l'économie dans le sens de la décarbonation, ça ne peut pas se faire sans une planification, sans aligner les intérêts et les visions du politique, du pouvoir central,
des acteurs économiques, de la finance, des consommateurs, électeurs, des citoyens, hein, de l'ensemble du pays. Donc, cette planification de la transformation de l'économie, elle donne des objectifs à atteindre dans chaque secteur. Et donc, il y a un secteur particulier qui est celui du bâtiment, de la construction, de l'habitat et de tous les usages des bâtiments que nous avons, commerciaux ou logements. L'ensemble du bâti en France représente un bon tiers des émissions du pays, et donc il est question, pour les réduire, de faire levier sur l'ensemble des paramètres à notre disposition. Alors, il y en a 3 des leviers. Il y a le premier qui est de réduire les consommations d'énergie dans les bâtiments existants et réduire les émissions liées aux consommations d'énergie dans les bâtiments existants. Donc, c'est consommer moins, consommer mieux, consommer moins de gaz notamment, réduire l'empreinte énergétique de la consommation d'énergie. Il y a un deuxième paramètre qui est réduire ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire la quantité de carbone engagée dans la fabrication des bâtiments ou leur reconstruction. Donc, ce sont les matériaux et les procédés de construction qui sont plus ou moins carbonés. Donc là aussi, il faut faire des efforts considérables pour diviser par 5 selon la stratégie nationale bas carbone, pour diviser par 5 donc la quantité de carbone embarquée dans la construction. Et puis il y a un troisième élément, et c'est là que le ZAN intervient, c'est tout simplement de construire exactement ce dont on a besoin. Donc zéro artificialisation nette, ça veut dire en décarbonation de l'économie, construire moins, construire au bon endroit et construire mieux. Et donc être plus précautionneux avec la consommation des terres, et je reviens sur ce que disait M. le maire tout à l'heure, ce qui est rare, c'est la terre, et donc la terre, elle est rare parce que, effectivement, on ne peut pas continuer de consommer le foncier dans ce pays au rythme où on le fait, parce que ça veut dire qu'on construit trop, en quelque sorte, voilà. Et deuxièmement, la terre est aussi un puits de carbone. Et donc, quand elle est artificialisée, eh bien, elle joue moins son rôle de captation du carbone. Donc, sous l'angle de la décarbonation de l'économie, qui est une priorité existentielle de notre civilisation, eh bien, le ZAN a toute sa part, à la fois comme moniteur comme instrument de régulation de la quantité de construction, d'une part, et d'autre part, comme indicateur de la préservation de la capacité des terres à capter le carbone. Merci beaucoup. Effectivement, on reparlera de ces puits de carbone plus tard dans la conférence. Et enfin, je termine par vous, Monsieur Le Guillou. En tant qu'agronome, quel est pour vous le principal enjeu de l'objectif ZAN? Oui, bonjour à tous et à toutes. Merci tout d'abord aux organisateurs de m'avoir convié à ce séminaire et je salue les autres intervenants. Alors pour ma part, je vais me placer du côté de la question technique, je dirais, de la mise en œuvre opérationnelle du ZAN, mais qui vient répondre et alimenter, je dirais, la question politique. Concrètement, ça veut dire que demain, la décision publique aura des choix très forts à faire, comme l'a dit Monsieur le maire, des choix très aigus, entre telle zone à artificialiser plutôt qu'une autre, ou de zones à renaturer. Pour cela, on aura besoin d'éléments tangibles, d'informations objectives pour éclairer ce choix. Sachant qu'aujourd'hui, on passe d'une approche peut-être historique relativement abstraite des sols, une vision basée sur le foncier, à aujourd'hui une approche très concrète des sols dans toute sa réalité physique et sa notion d'utilité, de service à la société. Un sol, c'est évidemment une surface, mais c'est aussi un élément qui se regarde vers la profondeur, vers le souterrain, avec une organisation physique, chimique et biologique, une caractérisation et des caractéristiques précises. Et les sols, par leur nature, rendent de nombreux services. Alors évidemment, de support à nos infrastructures, mais c'est aussi un support à la production végétale, et je pense en particulier à des fins alimentaires. Et c'était aussi un régulateur des inondations, du climat, on en parlera plus tard. Et c'est un habitat également d'une très riche diversité d'organismes vivants. On estime qu'environ un quart de la biodiversité terrestre se trouve dans les sols. On le voit, donc les sols rendent de nombreux services. Donc finalement, demain,
dans un enjeu de planification territoriale, comme ça a été évoqué précédemment, nous aurons besoin d'outils clairs, pragmatiques, pour évaluer la qualité des sols, potentiellement selon différents angles de services que j'ai précédemment évoqués, pour pouvoir faire des choix en pleine connaissance des enjeux. Parfait, merci beaucoup messieurs pour ces éléments d'introduction sur les enjeux de l'objectif zéro artificialisation nette des sols. Pour poursuivre et du coup alimenter la discussion, on souhaite vous restituer une première partie de nos travaux, donc notamment la première note qui est une synthèse des auditions organisées par un groupe de travail qui a rassemblé en tout une vingtaine de personnes auditées pour justement poursuivre et caractériser les différents enjeux de cet objectif zéro artificialisation nette des sols. Beaucoup de questions ont été soulevées. La question foncière est bien évidemment une question épineuse, comme vous venez de le rappeler. Ce n'est pas nouveau. Effectivement, cette nouvelle objectif zéro artificialisation nette des sols vient complexifier, encore une fois, un peu plus cette équation. Mais pour autant, il nous semble effectivement important de rappeler un certain nombre de données quantitatives pour essayer de qualifier également sous cet angle les données du problème, parce qu'effectivement, le problème de l'artificialisation est quand même d'abord et avant tout un problème quantitatif en France. Un certain nombre d'études statistiques ont montré, avec des mesures différentes, qu'entre 5,5 et 10% du territoire français est déjà à ce jour artificialisé. Pris sous cet angle national, cela peut paraître relativement marginal, mais ce qui l'importe, c'est plutôt d'avoir une perspective où on se met dans une comparaison européenne et notamment de rapporter ce chiffre par rapport au nombre de 100 000 habitants. Et là, on constate qu'effectivement, la France, c'est 47 km² qui sont artificialisés pour 100 000 habitants. Et ça fait de la France le pays le plus artificialisé d'Europe par habitant. Donc ça, c'est quand même une donnée qui nous semble importante de qualifier. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, depuis les années 80, il y a eu quand même une très forte croissance de cette artificialisation des sols qui était bien plus importante que l'accroissement démographique. C'est plus de 70% des terres artificialisées qui ont été artificialisées depuis 1980. Donc ça, c'est pour les données quantitatives. Ensuite, concernant les problèmes qui ont pu être soulevés à l'occasion de ce groupe de travail, on a senti d'abord effectivement d'importants questionnements concernant la déclinaison territoriale de cet objectif national qui a été fixé dans la loi climat-résilience. Une déclinaison qui se fait par une approche, on va dire, multiscalaire, d'abord au national, ensuite au niveau régional, donc à l'échelle 2024, au niveau de ce qu'on appelle les SRADET, voilà, dans le jargon de l'aménagement du territoire. Ensuite, cela descend au niveau des aires urbaines avec le document phare qui est le SCOT, donc à horizon 2026. Et ensuite, une déclinaison encore un peu plus fine au niveau local, communal, intercommunal, à travers les PLU, plans locaux d'urbanisme, qui peuvent être éventuellement intercommunaux dans certains territoires. Et ça, c'est cette déclinaison de l'objectif, notamment du division par 2 du rythme de l'artificialisation à horizon 2030, de proche en proche, du plus général au plus particulier, qui interroge aujourd'hui beaucoup d'élus et d'acteurs de la ville et des territoires. Ensuite, il y avait une autre question qui nous semblait importante de développer, qui a déjà été un petit peu esquissée dans les interventions préliminaires, c'est comment on concilie cet objectif zéro artificialisation nette des sols avec les besoins économiques et sociaux, et plus particulièrement, notamment, les besoins en logement. Un point, là encore, c'est peut-être les derniers chiffres que l'on vous présentera pour ensuite faire place au débat. D'abord, observer que 42% des sols artificialisés aujourd'hui relèvent de l'habitat et que cela représente 68% du flux annuel depuis ces 10 dernières années. Donc effectivement, l'étalement urbain contribue de façon assez importante à ce phénomène d'artificialisation. Pour autant, il y a des besoins en logement qui aujourd'hui sont non satisfaits, notamment dans les territoires les plus tendus, en particulier les grandes métropoles, mais aussi certains territoires frontaliers ou touristiques. Et là, les estimations varient concernant les besoins en logement
On a beaucoup retenu le chiffre de 500 000 logements nécessaires au début des années 2010. Aujourd'hui, les estimations les plus récentes parlent à horizon 2030 plutôt d'une production de l'ordre de 210 000 à 325 000 logements nécessaires. C'est en tout cas les dernières estimations du ministère du Logement en la matière. Et enfin, un dernier point qui nous semble important, c'est le devenir de la maison individuelle, qui est un des sujets récurrents qui revient souvent dans ces débats. Et là-dessus, quand on regarde les choses de façon assez fine, on constate que c'est près de 1000 m² qui sont produits par nouvelles maisons individuelles construites. C'est le chiffre de 2018. On est à 934 m² pour être précis. Et ce qui nous fait dire qu'effectivement, dans une réflexion sur des formes d'urbaines un petit peu plus denses, on n'est pas nécessairement dans une remise en cause de la maison individuelle. Sur 934 m², en réalité, on peut construire plutôt 2, voire 3 maisons assez facilement. Et donc, cet objectif n'est pas nécessairement si peu conciliable avec l'objectif de zéro artificialisation nette. Voilà pour les éléments de cette première note sur l'objectif de zéro artificialisation nette des sols. On propose maintenant effectivement de faire un tour de table autour de ces premiers enjeux qui ont été soulevés, avant de revenir dans un second temps plus spécifiquement sur les enjeux de décarbonation. Oui, je vais commencer avec une première question pour vous, Monsieur le maire. En tant que maire et vice-président chargé du logement dans la communauté d'agglomération Saint-Germain-Boucles de Seine, comment est-ce que vous percevez cette injonction qui peut peut-être paraître contradictoire entre d'un côté la production de logements et de l'autre côté le zéro artificialisation nette des sols? Quand même votre habileté à esquisser le débat sur la maison individuelle, je dois dire chapeau, parce que certains se sont plutôt pris les pieds dans le tapis politiquement, mais bon, ça montre bien toutes les tensions vives qu'il y a sur le mode d'habitat, le mode de construction de la ville. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, si on veut plus artificialiser, grignoter ce qui est considéré comme naturel, du coup, ça remet toute la focale sur ce qui est déjà aujourd'hui considéré comme artificiel, donc quoi? Donc globalement, la ville. Et en région parisienne, on a ce que vous avez décrit, la ville qui s'est étalée. Moi, je suis une ville de banlieue, de grande couronne. On a ce mode d'habitat pavillonnaire, étalé, auquel finalement, qui s'inscrit d'ailleurs historiquement, qui est assez ancien. On a un mode pavillonnaire qui date par exemple du 19e siècle, qui était une première phase très bourgeoise. Et puis on a eu cette massification du pavillon, mais qui est un peu l'idéal français, parfois dans l'inconscient collectif, ce rêve de la maison individuelle. Donc on voit bien que c'est un sujet qui peut lever des passions et les débats, et qui peut être aussi traité très différemment par les forces économiques, les fédérations du bâtiment ou de l'habitat individuel, qui on voit bien sont très susceptibles sur ce sujet-là. En tous les cas, ça montre bien que pour nous les élus, c'est un vrai casse-tête, parce que ça remet finalement à jour toutes les contradictions de la ville aujourd'hui. La ville telle que aujourd'hui les habitants aussi la souhaitent, la rêvent, ça va être à la fois une ville avec plus de nature. Donc si on vient la densifier, si on vient la retravailler, dans quelle perspective on le fait, comment on remet de la pleine terre en ville, c'est une ville qui en effet de plus en plus coûte cher à ses habitants en loyer. Aujourd'hui, on parle beaucoup des gilets jaunes, de ceux qui ont occupé les ronds-points parce que le gasoil les a exclus parce qu'il était trop cher. Mais en fait, en région parisienne notamment, c'est le loyer qui aspire le pouvoir d'achat des gens et qui devient une telle contrainte, mais qu'on soit locataire, d'ailleurs, je dis le loyer, mais simplement la charge du logement. Il suffit d'être propriétaire, de s'endetter très lourdement pour acheter son fameux pavillon à Houille pour se retrouver exempt pendant 20 ans. Donc, on voit bien en tout cas que politiquement, il y a un vrai enjeu sur la façon dont on fabrique la ville pour l'habiter, pour que économiquement elle permette à chacun d'être soutenable et d'y vivre économiquement. Et du coup, ça pose la question des modes d'accès au logement. Donc, le logement social, nous, par exemple, c'est un territoire sur lequel on est en carence, on est en déficit, donc on doit forcément avoir des objectifs de construction. On n'a pas de foncier disponible, donc c'est forcément la ville sur la ville. Ça a interrogé bien sûr tout ce que vous disiez sur la façon dont on fait de la mutation urbaine, mais dans quelle perspective, dans quelle qualité? Néanmoins, on a une identité à faire valoir, une zone pavillonnaire qui est majoritaire, à laquelle les gens sont attachés. La remettre en cause, c'est parfois une vraie levée de bouclier. Donc, on voit bien qu'en tout cas, on a du mal à faire dialoguer et à trouver parfois le chemin de crête entre à la fois les aspirations des habitants qui sont attachés à des formes d'habitat qui correspondent un peu à ce que vous disiez
forme d'étalement urbain, plus ou moins qualitatif. Il y a des zones pavillonnaires avec des maisons de certaines qualités qui permettent quand même d'avoir des charges normales. Et puis en même temps, on a des zones pavillonnaires, comme tout habitat, qui peut être très dégradé, plutôt issu d'un bâtiment de pavillons fabriqués de façon très industrielle et qui sont des passoires énergétiques aussi. Donc il y a aussi tout l'enjeu de la consommation du bâtiment, aussi dans l'enjeu dit pavillonnaire. Mais on a vraiment, en tout cas, ces besoins, ces injonctions, comme vous le disiez, paradoxales, à la fois les aspirations des habitants sur le modèle de la ville dont on ne veut plus, une ville minérale, on n'en veut plus. Une ville aussi, vous savez, avec ces fameuses tours ou ces bars très, comment dire, qui symbolisent les années des grands ensembles, les années 60, 70, 80. C'est aussi quelque chose qui est rejeté, alors que c'est une bonne façon, dans l'absolu, de construire sur une petite surface foncière et d'avoir beaucoup d'espaces désartificialisés. Mais je pense que cette forme d'habitat, en tout cas, elle est pas bien perçue en France, et surtout quand elle a été couplée avec des logiques de peuplement, ou plutôt de personnes populaires, ça a donné ce qu'on appelle les cités, etc. Donc je pense aussi qu'on a appris de cet écueil-là, de la fabrication de la ville, qui a créé plutôt des poches de pauvreté, sur lesquelles on revient. C'est tous les débats sur l'ANRU, le renouvellement urbain. Donc je pense qu'on ne va pas faire deux fois les mêmes erreurs. Donc on voit bien en tout cas qu'on a du mal, en tant qu'élu local, en faisant l'effort de l'échelle, à dialoguer avec toutes les parties prenantes, avec vraiment cette tension entre à la fois le besoin du logement, mais préserver un mode d'habitat, préserver des densités humaines. Alors après, la densité de l'habitat, c'est encore autre chose, qui sont acceptables, acceptées, et finalement tracer un petit peu ce cheminement sur c'est quoi la ville de demain qui intègre ces aspirations, mais si on veut pas artificialiser ce qui est déjà naturel, comment la ville, elle aussi, construit la ville sur la ville avec de nouveaux paradigmes, une nouvelle volonté de retrouver de la respiration, quelque chose qui est acceptable pour la population. En tout cas, nous, on est vraiment confrontés à ça dans une ville de grande banlieue qui attire cette population de Paris notamment, ou de la petite couronne, qui choisit maintenant. C'est plus, j'ai plus les moyens de m'acheter à Paris, non, je choisis ce territoire parce qu'il est encore respirable, il y a encore des espaces extérieurs, il y a encore du jardin. Mais maintenant, cette promesse, si je puis dire, politique, de cette qualité du cadre de vie, elle est vraiment re-questionnée, et Lausanne vient encore plus accélérer ce processus par cette mutation urbaine. Finalement, il faut trouver le chemin, il faut trouver l'équilibre, et ça, je peux vous dire, ça va être coton. Oui, justement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Lausanne vient accélérer ce processus de mutation. Donc, pour rappel, l'objectif ZAN, il est prévu pour 2050, et l'objectif intermédiaire de division par 2 de la consommation d'espace est prévu pour 2030. Je me tourne vers vous, Monsieur Morel. Selon vous, est-ce que ces objectifs temporels sont réalisables pour les acteurs de la ville et des territoires, et est-ce qu'ils sont suffisants au vu de la crise climatique ? Votre micro a été coupé. Oui, ce qui nous challenge tous sur le domaine du bâtiment, c'est que la réduction du potentiel d'émissions de gaz à effet de serre du fait du bâtiment est faisable. C'est-à-dire que le bâtiment est un domaine dans lequel non seulement il est souhaitable et nécessaire de diviser par 5 les émissions, mais en plus c'est faisable. Vous voyez la pression que ça met collectivement à tout le monde, hein, donc on peut le faire, on le démontre parfaitement bien. Hein, encore une fois, le triptyque réduction de l'énergie des bâtiments existants, meilleure empreinte carbone plus faible des modes de construction, hein, et puis rationalisation des besoins de bâtiments nouveaux et de foncier. Donc c'est faisable, c'est absolument faisable. La façon d'y arriver, eh bien, c'est de planifier. Et planifier, c'est déjà objectiver les choses. Donc, moi, je pense que c'est important de souligner ce que vous avez dit, c'est-à-dire de donner des chiffres du nombre de logements nouveaux dont on a besoin dans ce pays, de 110 à 325 000. Donc, il y a des chiffres sur la table, et de les objectiver, ces chiffres. C'est-à-dire de les ramener ensuite au niveau de chaque ville, de chaque région, qui devrait pouvoir définir ses besoins quantitatifs et qualitatifs de logements et d'autres bâtiments. Donc, cette notion de planification est fondamentale. Je pense qu'on est en train d'y parvenir collectivement, et plutôt que de se jeter des chiffres à la figure, on a besoin de tant de centaines de milliers de logements, ou moins ou plus, de rationaliser ce processus. Je pense que le processus est engagé.
et que ça va permettre d'avoir un débat plus serein sur, encore une fois, la quantité et la qualité des constructions nécessaires. Et puis, je voudrais dire que la décarbonation, c'est aussi un enjeu simultané sur les matières premières d'une part, sur les ressources naturelles d'une part et sur les ressources humaines d'autre part. Au fond, la question de la rationalisation de l'emploi du bâtiment va nous amener à réfléchir, à comparer les avantages de la construction neuve à ceux de la rénovation. C'est-à-dire que les mêmes besoins de logement peuvent être remplis par des bâtiments rénovés plutôt que par des constructions neuves. Je ne dis pas que c'est plus facile, c'est quelquefois plus compliqué, mais les besoins peuvent être adressés de la même façon. Donc, il y aura ces choix à faire à peu près partout, dans toutes les villes, dans toutes les géographies, de privilégier la rénovation, la préservation et l'amélioration de l'existant à la construction neuve. De la même façon que cette nouvelle politique va privilégier l'emploi par rapport aux matériaux. Je m'explique, la construction neuve, c'est plus de matériaux. La rénovation, c'est beaucoup plus de temps passé, c'est beaucoup plus d'emplois. Donc, au fond, la transformation de l'économie vers la décarbonation, c'est moins de matière, plus d'emplois. C'est moins de construction neuve, très probablement, et beaucoup plus de rénovation. Ok, oui, c'est très clair. Vous avez parlé de planifier. Donc, je pense que c'est un peu ce qu'on essaye de faire aussi via les documents de planification type SRADET, puis SCOT, puis PLU. Donc, je me tourne une nouvelle fois vers vous, monsieur le maire. Comment, vous, en tant que maire, comment est-ce que vous appréhendez cette déclinaison territoriale de l'objectif ZAN? Oui, vous m'entendez? Oui, très bien, pardon. Oui, pardon. Non, mais ce qui a été dit juste précédemment, moi, j'y souscris complètement. Il faut vraiment qu'on ne peut plus inventer la ville comme il y a 30 ans, on ne peut plus créer la ville comme il y a 30 ans, il faut intégrer ça, et nos habitants, même s'ils ils tiennent quand même à leur maison individuelle, ils ont tous conscience que la transition écologique doit se faire, et on a besoin de créer, de retravailler sur une ville qui est existante. Donc, je pense que ça fait son chemin, et ça peut vraiment avoir beaucoup de sens. On parle de réemploi des matériaux, donc là-dessus, j'y souscris. Après, c'est ce que je redisais, la façon dont on fabrique la ville aujourd'hui, c'est complexe. À la fois, c'est complexe institutionnellement parlant, à la fois parce que la ville, nous, dans notre agglomération, les villes ont gardé la main sur le PLU. Il n'y a pas de PLU intercommunal parce que finalement, pour les habitants, celui qui incarne, celui qui décide, celui qui fait l'échelon démocratique aussi du débat, c'est la commune qui a du sens. Ça n'empêche pas de se coordonner, de stratégiser avec le territoire qui existe autour de nous. D'où comment dire, pas la subsidiarité, mais en fait, le PLU doit être conforme au SCOT, qui est conforme au SDRIF, en tutti quanti, toute l'architecture, on va dire, administrative et politique qui encadre l'urbanisme. Donc ça, c'est quand même important, c'est bien, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué sur la notion de décision. Qui décide, qui assume sur la forme que la ville doit prendre. Donc, moi, le gros enjeu, en tout cas, je pense, c'est si l'élu peut se staffer, s'équiper, avoir des équipes de plus en plus compétentes, ce qui est toujours un enjeu aussi pour adresser cette stratégie d'aménagement complexe. Ok, c'est déjà un enjeu pour une administration locale, parce que aussi, il faut dire que le dialogue avec l'État, c'est un peu appauvrir la matière. Si aujourd'hui le dialogue se contente de dire vous avez atteint votre construction de logements sociaux, ça va, vous n'avez pas atteint, on vous cartouche, pardon, je suis un peu vulgaire, mais on vous met une amende, on vous carence et on passe à autre chose. Et en fait, il n'y a pas de débat, on ne fabrique pas ensemble. On voit bien que ça s'est appauvri aussi dans le dialogue avec des structures qui devraient nous apporter ce surcroît d'expertise. Ça, c'est un enjeu. Le deuxième enjeu, c'est comment on fait avec les habitants. Et là, ça vient poser en fait toute la question de la fabrique de la ville. Comment, vous le disiez, l'objectivation des chiffres, la culturation sur les chiffres, pour que le récit politique, l'objectif politique soit aussi partagé par les habitants. Parce que si choisir, c'est aussi faire des concessions, si on peut choisir de densifier la ville, encore une fois, comment, avec quel équilibre, avec la volonté d'avoir de la nature en ville,
d'avoir aussi une transition écologique, de vouloir aussi désartificialiser nos nombreux sols dans nos villes, nos voiries, nos parkings, nos cours d'école, que sais-je. Comment est-ce qu'on arrive à associer l'habitant et à fabriquer la ville ensemble? Et je pense que c'est aussi la leçon, en tout cas, qu'il faut en tirer. Ça rend plus aigu, donc ça tend les relations avec les habitants. Il faut qu'on trouve aussi des manières de faire, des manières de fabriquer la vision politique de nos villes et dans laquelle on va pouvoir ouvrir des chapitres urbains et accompagner, embarquer avec nous les habitants. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. Vous avez un projet, il tombe du ciel, vous avez, et c'est bien légitime parfois, les habitants, ils sortent les pancartes, ils font des manifs, j'en sais quelque chose, mais moi, mon objectif, c'est de fabriquer un chemin, de pouvoir concilier parfois des injonctions paradoxales, de trouver un chemin de crête, mais surtout, pour moi, on ne peut plus faire sans les habitants, dès l'impulsion d'un projet au sein de la ville, comment on arrive à créer un peu cette méthodologie au-delà des outils administratifs et politiques, le PLU, qui doivent traduire tout ça. Mais c'est de la technique. Il faut aussi qu'on ait une vraie ingénierie sociétale, je pense, sur la façon dont la ville va adresser ces enjeux-là à tous les échelons pour nourrir un débat politique de qualité, mais en même temps qui avance et qui ne se bloque pas. Merci beaucoup pour votre réponse. On va peut-être passer à la deuxième partie, histoire d'avancer. On aura l'occasion de débattre à nouveau par la suite. Donc, je vais vous présenter la deuxième note que nous avons rédigée. Donc, c'est vrai qu'après cette première note de synthèse que vous a exposée Vincent, nous avons réalisé une deuxième note dont le but était de recentrer l'objectif ZAN au service de la stratégie nationale bas carbone. Donc, pour rappel, la stratégie nationale bas carbone, ou SNBC pour faire court, c'est la feuille de route de la France pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et donc, notre objectif dans cette note, c'était de montrer comment est-ce que le ZAN peut aider à atteindre cet objectif de neutralité. Et donc, durant toute la première partie de la note, on explique le lien entre sol et climat, avec peut-être l'écueil qui est qu'à la Fabrique de la Cité, on a plutôt des profils issus des sciences sociales. Donc ici, on va profiter du fait que l'on a Monsieur Le Guillou, ingénieur agronome avec nous, pour nous expliquer ce lien entre sol et climat. Donc, je vous laisse la main, Monsieur Le Guillou. Je reprendrai ensuite la main pour faire le lien avec le reste de la note. Donc, j'ai mis vos diaporamas et vous me dites quand est-ce que je vais les faire défiler. Très bien. Donc, en effet, je vous propose quelques diapos pour illustrer ou vous faire prendre conscience, en tout cas, de l'importance des sols vis-à-vis de l'enjeu climat, parce que je pense que c'est un lien qui n'est pas forcément évident, sol-climat. Donc, première illustration, vous avez ici un graphique issu d'institutions internationales, qui synthétise des simulations d'émissions de gaz à effet de serre au cours du temps en fonction de différents scénarios qui sont complètement liés à quel effort de mesure nous mettons en place pour réduire les émissions de gaz. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'au bout de ces simulations, vous pouvez voir apparaître de manière associée à chaque scénario quel réchauffement du climat on atteint en termes de température. Et donc, au-delà de discuter précisément des scénarios, moi, ce que je voulais ici vous montrer, qui était intéressant, c'était que si vous prenez le scénario bleu qui est en gros pour limiter le réchauffement à en dessous de 2 degrés, qui est l'objectif des accords de Paris, là, vous voyez apparaître au cours du temps la nécessité de net negative global emission. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ça? En fait, c'est la nécessité au-delà de réduire nos émissions, il y a la nécessité aussi de capter du CO2, d'en retirer de l'atmosphère. Alors, pour ça, il y a différentes approches. Il y a des approches technologiques avec des investissements associés nécessaires. Et puis, il y a des approches que je vais appeler plutôt biologiques et où là, les sols vont prendre toute leur part. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, les sols, dans cet enjeu climat, en fait, d'où il vient est illustré ici les différents compartiments du carbone à l'échelle du globe, alors de manière très simplifiée. Donc, c'est les réservoirs de carbone dans différents compartiments, végétation, carbone fossile, océan, atmosphère, et puis les flux aussi associés entre ces compartiments. Donc, je voulais vous faire prendre conscience de 2 choses. D'une part, que le compartiment sol, vous voyez, c'est exprimé en rouge de 1500 à 2400
milliards de tonnes de carbone dans le sol. Et vous voyez que comparativement à la végétation ou l'atmosphère, c'est 2 fois plus que l'atmosphère et la végétation réunies. Donc ça montre bien toute l'importance du compartiment sol, déjà, en termes de réservoir carbone. Ça veut dire que toute variation à la baisse ou à la hausse de carbone dans le sol va impacter la concentration en CO2 de l'atmosphère et donc le climat. Donc ça, c'était déjà une première chose, l'importance de ce compartiment sol vis-à-vis du cycle du carbone et donc du climat. La deuxième chose qui est intéressante à voir ici, c'est qu'il y a des flux. Alors, il y a des flux en positif et il y a des flux en négatif. Les négatifs, c'est en l'occurrence la captation possible de carbone sous forme de CO2 dans ces compartiments. Donc, il y a évidemment dans l'océan, mais ce qu'il y a de manière peut-être plus intéressante, parce que là, on peut la gérer, c'est la possibilité de capter du CO2 dans la végétation et les sols. En fait, la végétation, c'est une pompe à photosynthèse, et cette photosynthèse, c'est une captation de carbone qui est ensuite redistribuée et séquestrée potentiellement durablement dans les sols. Donc là, le sol peut être un contributeur, je dirais, positif, un puits de carbone pour séquestrer du coup du CO2 dans les sols et donc le retirer de manière nette, positive de l'atmosphère. Troisième diapo, s'il vous plaît. Alors, les stocks de carbone dans les sols, en fait, on parle de quelle valeur? Donc ici est présenté des valeurs moyennes, issues de synthèse de travaux de recherche, de stocks de carbone dans les sols en fonction des modes d'usage. Donc on voit par exemple que les forêts peuvent en moyenne stocker environ 80 tonnes de carbone par hectare, les prairies équivalent, les vergers et cultures autour de 50 tonnes et les vignes 35 tonnes, et les sols artificialisés, c'est indiqué variable pour le moment parce qu'on a encore relativement peu de recul, mais les premières références en tout cas acquises montrent que le stock de carbone est loin d'être négligeable dans les sols artificialisés. Donc ça veut dire qu'il y a un stock à protéger dans ces sols et potentiellement à augmenter aussi dans ces sols artificialisés. On est d'accord dans cette dernière slide, on parle bien de l'estimation du stock de carbone dans les 30 premiers centimètres. Oui, 30 premiers centimètres. Dans la végétation éventuelle. Non, c'est uniquement dans la partie sol, 30 premiers centimètres, sachant que quand on est sur les sols artificialisés, ça peut aller bien au-delà des 30 centimètres, donc les valeurs vont pouvoir être beaucoup plus importantes dans les sols artificialisés. Et c'est strictement la partie sol, en effet. Oui, effectivement, merci beaucoup pour votre présentation. Ça nous permet vraiment de comprendre pourquoi est-ce que les sols sont si importants dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, et donc pourquoi il est aussi primordial de les sauvegarder pour atteindre la neutralité carbone. Or, il faut savoir que depuis 2006 en France, la capacité de stockage carbone par les sols, elle est en diminution, mais la stratégie nationale bas carbone table, elle, sur une augmentation de la capacité des puits de carbone pour atteindre la neutralité carbone. Et donc, comme vous pouvez le voir sur le graphique qui est sur le diaporama, qui est un graphique issu de la SNBC, le trait en pointillé est une projection qui montre l'augmentation prévue de la capacité des puits de carbone des sols qui serait donc nécessaire pour atteindre la neutralité. Et donc, la SNBC le précise elle-même, il est indispensable de protéger les sols si on veut arriver à un tel résultat. Et donc, comme on peut le voir, c'est là où la courbe se met à décroître de manière plutôt importante. À partir de 2030, la SNBC est vraiment sur un accroissement important de cette capacité de stockage des sols. Également, d'un point de vue un peu plus global, pour parvenir à la neutralité carbone, il est primordial de limiter les émissions indirectes issues de l'artificialisation des sols. Donc, c'est plutôt les émissions liées à la construction, dont a parlé M. Morel tout à l'heure, ou encore au transport. Et là encore, la stratégie nationale bas carbone précise qu'il faut développer des formes urbaines beaucoup moins émettrices en carbone, et elle met notamment en avant le rôle des documents d'urbanisme pour ce faire. Et donc, face à toutes ces problématiques, face à ce que nous a dit M. Leguillou, face à ce que nous dit la SNBC et face à l'objectif ZAN, la Fabrique de la Cité a formulé 3 grandes orientations pour mieux prendre en compte cette dimension climatique dans les politiques d'aménagement. Donc, ce sont les 3 qui sont ici sur le diapo. Notre première grande orientation, pour que le rôle des stocks de carbone soit pris en compte de manière concrète,
nous proposons que l'objectif climatique soit inscrit comme prioritaire dans les définitions législatives de l'artificialisation et de la compensation, donc pour avoir une base légale plus importante sur ce sujet. Ensuite, notre deuxième grande orientation, nous proposons que le stockage carbone des sols soit un critère déterminant des politiques d'aménagement et donc qu'il soit pris en compte dans les différents documents d'urbanisme à différentes échelles, donc SCOT, PLU, SRADET. Et donc, notamment au niveau du PLU, donc du plan local d'urbanisme, intégrer cette considération peut permettre d'orienter le zonage des zones à urbaniser pour justement protéger les sols d'une plus grande qualité et les sols avec les plus fortes teneurs en carbone pour éviter un déstockage carbone trop important dans l'atmosphère. Et ensuite, notre troisième grande orientation est de renforcer juridiquement la protection des sols. Donc, il faut savoir que la reconstitution d'un stock de carbone dans le sol, ça peut prendre plusieurs dizaines d'années. Et donc, l'idée, c'est surtout juridiquement de protéger le plus possible en amont ces sols de l'artificialisation. Et donc, pour cela, nous avons formulé 2 propositions concrètes. Premièrement, l'établissement d'une nomenclature nationale visant à hiérarchiser les sols selon leur taux de carbone dans le sol, que pourront ensuite utiliser les collectivités. Et également, nous proposons la création d'un nouvel outil à disposition des collectivités qui pourrait permettre de protéger dans le temps ces espaces avec des stocks de carbone élevés, donc en quelque sorte de les sanctuariser pour éviter qu'ils soient artificialisés. Mais donc, pour intégrer toutes ces considérations dans les documents d'urbanisme, les collectivités ont besoin de savoir quel stock de carbone elles ont dans leur sol. Et donc, plusieurs éléments ont commencé à être développés, notamment par le CEREMA, l'ADEME ou encore des entreprises privées, mais on en parlera peut-être dans le débat par la suite. Je te laisse. Et justement, effectivement, place au débat. Il nous reste un quart d'heure si on veut tenir les temps pour avoir un débat qui se termine à 19h et qui permette de faire place par la suite à un autre grand débat, paraît-il, de la soirée. Du coup, on vous proposait effectivement de pouvoir déjà réagir un petit peu à ces propositions. Et puis, je vais peut-être commencer par Monsieur Le Guillou. C'est effectivement, déjà, comment vous voyez ces propositions de la Fabrique de la Cité sur cette priorisation de l'objectif climatique autour des enjeux du zéro artificialisation nette des sols. Et puis, vous avez développé en interne chez Auréa un outil qui s'appelle Carbon Stock, qui permet justement d'estimer de façon fine les capacités de stockage actuelles et le potentiel de stockage à venir dans les sols. Est-ce que vous pouvez aussi nous en dire 2 mots? Oui. Donc moi, en tout cas, d'avoir cette première entrée carbone, elle me semble avoir du sens parce que c'est mesurable, en fait. Par rapport à d'autres enjeux qui pourraient être adressés autour des services rendus par les sols, c'est peut-être l'enjeu le plus mesurable clairement et pouvant être partagé auprès des acteurs. Donc, en effet, pour illustrer ça, donc nous, on a construit, mais dans un contexte de sol agricole en premier lieu, mais qui a vocation à être dupliqué dans différents contextes de mode de gestion des sols, je dirais, un outil qui s'appelle Carbostock pour justement rendre concret cette thématique encore complexe des sols, du carbone et relié, connecté à cet enjeu climat. Donc, je ne sais pas si on peut voir la diapo. Si, oui, on l'a mise. Elle est partagée. Ah, voilà. Donc, l'idée, c'est de rendre objective un certain nombre de choses, de rendre factuel, faire un bilan à date, dans les différents types de sols, par exemple sur un territoire, en fonction des modes d'usage, de pouvoir aller mesurer à un instant T, là, aujourd'hui, quel est le stock de carbone dans le sol, ce qu'on peut traduire à quelle quantité de CO2 est pour l'instant contenue dans le sol, ce qui permet de potentiellement voir des différences fortes entre des types de sols et entre des modes d'usage du sol, et peut-être d'orienter en tout cas la décision sur préserver tel ou tel type de sol pour préserver son stock de carbone et donc son risque de leur relargage potentiel de CO2 dans l'atmosphère qui ferait qu'accentuer finalement le problème climatique. Ça, c'est un premier élément. Après, il y a un deuxième élément qui est le potentiel de stockage. Parce qu'on l'a dit, on peut avoir un flux net vers le sol de CO2, donc une séquestration.
Donc là, ça peut être aussi intéressant de pouvoir déterminer en fonction des types de sols à nouveau sur un territoire, quel est le potentiel de séquestration additionnelle de carbone dans ces sols. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être caractérisées. Une troisième chose qui peut être regardée, c'est l'évolution du stock, parce que là, on regarde à un instant T, mais ça peut être intéressant de voir en fonction des modes d'usage de ce sol, comment ça va évoluer dans le temps. Est-ce qu'on va avoir un bilan neutre ou est-ce qu'on va vers du stockage ou, à contrario, vers du déstockage avec le mode de gestion actuel du sol? Et un quatrième élément, c'est de pouvoir se dire, est-ce que si je réalise tel ou tel apport de produits organiques, de matières organiques, d'apports carbonés, finalement, qu'est-ce que ça va apporter à mon sol? Donc ça, on peut aussi le caractériser. Donc ça, cet outil, c'est une illustration de ce que pourrait être proposé demain comme outil sur cette entrée carbone. Pour cette présentation qui nous permet justement de montrer qu'aujourd'hui, des nouveaux outils existent, qui ne sont pas encore très connus, mais qui permettent justement de rendre opérationnel cet objectif d'articuler l'objectif zéro artificialisation nette des sols avec les enjeux climat résilience. Peut-être une question maintenant que je souhaiterais adresser à Laurent Morel. Il me semble des échanges que nous avons eus en préparant justement cet événement en ligne, vous ne connaissiez pas encore ces nouvelles méthodes qui étaient très orientées sur l'identification du stockage carbone. Comment vous adressez ce sujet, plus particulièrement de l'artificialisation des sols, dans vos réflexions au sein du Shift Project? Ça confirme une fois de plus l'extraordinaire qualité du carbone comme instrument de mesure de l'empreinte écologique au sens large. C'est-à-dire que on connaît déjà les vertus du CO2 pour mesurer au fond la quantité globale de pression qu'exerce l'activité humaine sur la ressource. Hein, et à nouveau, on constate que dans le sens des puits, à nouveau, le carbone est un bon marqueur de l'enrichissement par les chaînes carbonées du sol que la pratique agricole ou la non-artificialisation permet de réaliser. Donc, ça confirme une fois de plus cette qualité fondamentale du carbone comme instrument de mesure. Donc, c'est une très bonne chose et on se réjouit que ce genre de choses puisse se développer parce qu'on va avoir besoin de puits, comme vous le disiez tout à l'heure. On va avoir besoin de changements, d'évolution des modes d'agriculture pour avoir une agriculture qui soit plus contributrice de recarbonation des sols que l'inverse. Voilà, et il faut des instruments de mesure pour monitorer ça. Je voudrais juste rebondir sur ce que disait M. le maire de Houille tout à l'heure, pour bien sûr lui confirmer que dans le cadre d'une planification de l'économie française, il ne faut pas se contenter simplement de faire des plans. Il faut que ces plans soient lisibles et donc acceptables par les citoyens. Hein. Et donc c'est tout le sens d'une planification, c'est que ça intègre l'ensemble des productions, des usages d'un pays, la mobilité, l'alimentation, le bâtiment, le travail des gens. Et donc pour que les gens adhèrent à un plan d'urbanisation, il faut qu'ils comprennent que ce plan d'urbanisation est conforme avec une certaine vision heureuse, acceptable et dynamique de la société, bien sûr. Hein. Et donc, l'urbanisation n'est pas quelque chose à part, qui a ses propres règles et qui ignore le reste de la société, tout au contraire. Pour que ça fonctionne, il faut que les gens comprennent vers quoi on veut les emmener. Donc, l'urbanisation est un des éléments de cette planification, de ce plan de transformation de l'économie française dont on a besoin pour tracer une route, donner une vision à l'ensemble des citoyens. Eh bien, la transition est toute trouvée pour ma question pour Monsieur le maire. Effectivement, au vu de ces enjeux carbone, il convient effectivement de dresser à grands traits comment justement vous voyez votre rôle aujourd'hui pour faire en sorte que tout cela fonctionne, si vous partagez bien évidemment ces objectifs que l'on vient d'énoncer, de prioriser l'objectif carbone. Encore une fois, ça nous met une belle pression tout ça. Non, mais moi je pense que vraiment, je souscris vraiment l'objectif et nous, on a la responsabilité
de traduire ces enjeux qui peut être un peu éloigné, un peu technique. Oui. Il faut qu'on les traduise auprès, en effet, de nos habitants, qu'on se les approprie et qu'on en débatte. En fait, c'est ça l'enjeu, c'est de ne pas éluder le débat politique. Bien Parce sûr. que le débat technique existe, il avance, les solutions existent, mais en fait, ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont opérationnelles au sens acceptable, acceptée, reconnue, et du coup qu'elles déroulent. Donc c'est pour ça que je dis, nous, notre travail, là en l'occurrence, c'est peut-être d'être un peu médiateur et pédagogue avec l'univers technique, mais de trouver aussi le chemin et d'avoir ce temps de débat inévitable. J'étais avec le ministre de l'Agriculture, M. de Normandie, il y a quelques jours, et il expliquait en effet l'histoire des sols agricoles. Je passe un peu du coq à l'âne, mais ça veut dire qu'il expliquait que la technique agricole aussi, le labour, libère tellement de carbone que maintenant il réfléchissait aussi comment les agriculteurs devaient aborder leurs champs et ne plus, alors que ça fait 1000 ans qu'on laboure les terres. Donc, vous voyez, réussir à faire changer finalement la pratique du sol quelque part, on a encore plus de monde en ville qu'à la campagne à convaincre. Donc, déjà, les agriculteurs, c'est coton, ils ont un attachement profond à leur terre et sincère, mais nous, on a aussi des habitants qui sont très attachés à leur ville et ils ont quelque chose à dire et ils ont quelque chose à faire valoir. Donc, nous, notre métier, ça va être ça. C'est peut-être un rôle de médiation, un rôle d'appropriation, mais un rôle de avoir le temps pour qu'à l'échelle de chaque territoire, on trouve la solution, le cheminement pour atteindre à la fois cet objectif d'intérêt général, la transition écologique, le stockage du carbone, mais comment on le trouve ensemble en créant, en suscitant, en allant chercher de l'adhésion. On n'aura pas du consensus. C'est pas ça l'enjeu. En politique, on sait tous qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, sinon on se perd vite. Mais de trouver quand même un chemin où, mine de rien, chacun a de peut-être faire une concession sur la ville idéale ou peut-être au contraire, peut-être que pour nous, à la fin, ça va être un vrai levier pour améliorer nos villes en fait. Pour retrouver de la nature en ville, pour retrouver une nouvelle façon de construire. Peut-être que nous, demain, dans le rapport de force avec nos amis les promoteurs, ça va peut-être nous aider demain à discuter la façon dont aujourd'hui ils ont à injecter du béton à tout va. C'est ça qui est peut-être intéressant. Donc nous, on doit, politiquement en tout cas, se saisir du sujet avec nos habitants et trouver le cheminement. C'est tout l'enjeu, en tout cas, pour moi, notamment dans des villes déjà construites, qui ont une histoire, et la façon dont on doit se projeter, doit se faire avec les habitants et avec ces enjeux, dont on doit s'approprier les tenants et les aboutissants. En tout cas, voilà, moi, c'est le message, en tout cas, que j'ai à faire passer. Je n'ai pas de réponse, honnêtement. Ça s'écrit, tout ça. C'est en train de s'écrire. On voit bien que les 2 ans de Covid sont venus aussi percuter la façon dont les villes sont conçues, pensées, vécues. Et on voit bien qu'il va falloir qu'on marie un peu tous ces objectifs et qu'on trouve la manière de les atteindre. En tout cas, on a cette mission, je pense, c'est notre responsabilité, mais on ne le fera pas sans les citadins. Il faut qu'ils y gagnent aussi à la fin et que la ville y gagne. Parfait, merci messieurs pour ces échanges passionnants. On va prendre quelques minutes pour répondre à des questions qui sont assez nombreuses dans le chat. Voilà, donc suivant les questions, soit parfois c'est des questions qui s'adressent un peu plus à nous, parfois plus à vous, donc suivant le champ d'expertise. Donc je propose qu'on les passe en revue. Héloïse, tu avais une question. Oui, il y a une question notamment sur comment est calculée l'artificialisation. Donc c'était peut-être pas très clair, on est passé rapidement. Donc effectivement, selon les méthodes, ça varie. Donc entre 5,5% et 10%. Donc des fois, l'artificialisation est calculée à la parcelle, c'est-à-dire que sur une parcelle, la maison plus le jardin va être considéré comme artificialisé. Et dans d'autres méthodes, on va seulement considérer la maison comme étant artificialisée. Donc c'est pour ça qu'il y a une telle variation. Et donc voilà, des fois les jardins sont pris en compte et des fois ils ne sont pas pris en compte. Il y avait une deuxième question sous-jacente qui était liée à la biodiversité, donc notamment est-ce que alors plusieurs questions là-dessus, hein, si je note bien, notamment est-ce que les grands jardins peuvent favoriser la biodiversité, peut-être plus qu'un champ de maïs, alors peut-être Monsieur Le Guillou, si vous avez des éléments de réponse là-dessus. C'est vrai qu'on s'est focalisé sur la partie carbone. Pour autant, le sujet biodiversité est essentiel. Après, sur la biodiversité, je vais
pas faire de sursimplification. En fait, la biodiversité, ça va être lié au mode d'usage et au sein des modes d'usage, si on est en agricole ou si on est en urbain, etc., c'est comment on pratique, c'est ce que monsieur le maire évoquait un peu tout à l'heure, selon des choix de pratique, on va pouvoir améliorer la situation ou au contraire la détériorer. Et ça va être vrai qu'on soit en urbain ou en agricole. Et ça va être vrai qu'on soit sur le carbone ou sur la biodiversité. Donc, de manière très simple, on peut pas catégoriser grande culture maïs versus jardin potager qui serait forcément meilleur. C'est malheureusement ou heureusement pas aussi simple que ça. Oui, et puis pour compléter votre intervention, nous, ce qu'on a observé dans le groupe de travail, c'est qu'aussi parfois il y a des malentendus autour de la biodiversité, en tout cas concernant les sols, c'est-à-dire entre la biodiversité surfacique, les animaux qui passent sur un sol, versus la biodiversité qu'il y a plutôt dans les sols, biodiversité notamment microbienne, qui peut y avoir à l'intérieur. Donc, de quelle biodiversité on parle? C'est des sujets qui sont toujours assez complexes à appréhender. On avait une autre question qui vient là cette fois-ci. Alors, il y avait plusieurs questions en une. Comment éviter effectivement de déstocker le carbone? Bon, ça, on l'a un peu compris, notamment en évitant l'artificialisation, mais peut-être une question sous-jacente qui nous intéresse un peu plus, c'est peut-on augmenter la quantité de carbone stocké? Et si oui, comment? Oui, on peut. Enfin, ça dépend à quel niveau de stock on est de carbone dans le sol, mais intrinsèquement, les sols n'ont pas forcément le même potentiel. Ça va dépendre de questions un peu techniques de composition de ce sol, on va dire. Donc, on peut, selon les cas, augmenter un stock de carbone du sol. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec cette notion de puits. Finalement, on a des bilans flux sortant et flux entrant, et quand le sol, il y a encore de la place, entre guillemets, il peut accueillir du CO2 et donc du carbone et donc le séquestrer. Donc voilà, le retirer de l'atmosphère. Donc, ça peut être possible, oui. Initiative qui a été lancée par la France suite à la COP21 qui s'appelle 4 pour 1000, dont l'objectif est justement d'augmenter de 0,4% par an, donc au niveau mondial, les puits de carbone. Donc on recherche vraiment cette maximisation des puits de carbone pour compenser nos émissions. Alors, dans les autres questions, alors je commence par une question qui est arrivée, je crois, au tout début concernant le nombre de logements nécessaires pour répondre aux besoins en logement au niveau de la France. Donc, notamment, comment interpréter ces chiffres de 210 000 à 325 000 logements. Alors, peut-être que Laurent, vous avez des éléments de réponse. Moi, je vous donne rapidement l'historique que j'ai un peu de ces chiffres-là, que j'ai suivi quand je faisais ma thèse sur le logement abordable. Les chiffres ont pas mal varié ces dernières années. Donc, comme je le disais, au début des années 2010, mais j'ai jamais trouvé de source qui attestait vraiment cet objectif. C'était un objectif de 500 000 logements qui avait été fixé comme objectif de politique publique. Ensuite, il y a eu en 2012 une étude portée par l'INSEE qui objectivait à horizon 2030 un rythme qui était plutôt de l'ordre de 300 à 400 000 logements par an. Voilà, ça c'était en 2012. Et là, les derniers chiffres que je vous ai présentés sont issus du rapport de la commission Rebsamen qui citait du coup une source ministérielle qui les avait informés de ces chiffres de 210 000 à 325 000 logements. Pour être honnête, je n'ai pas réussi à trouver de sources complémentaires à ce stade-là, mais c'est pour donner un ordre de grandeur des chiffres actualisés aujourd'hui au niveau du ministère. On nous posait une question subsidiaire qui était de savoir la part de rénovation dans cette quantité. Moi, j'ai cru comprendre que c'était plutôt pour les logements neufs, mais effectivement, on a déjà évoqué les enjeux de rénovation avec Laurent. Si vous avez des éléments complémentaires. Oui, enfin, nous, on avait fait, dans le cadre du plan de transformation de l'économie française, on a essayé, sur la partie logement, on a essayé de rassembler les mêmes éléments que vous évoquiez. Alors, il y a une statistique nationale qui dit qu'il y a à peu près actuellement 240 000 nouveaux ménages par an. Bon, donc, il y a objectivement à l'échelle, mais il faut prendre ça avec des pincettes, bien entendu, hein, mais il y aurait potentiellement 240 000 nouveaux ménages par an. Bon,
Alors, donc ça peut donner, c'est pas un chiffre qui est incohérent avec le dernier que vous citiez, entre 210 et 305 et 325. Donc voilà, donc ça donne un enjeu, à peu près. Bien, une fois qu'on a dit ça, on a dit qu'une toute petite partie des choses, parce que la vraie question, c'est à quels endroits ces besoins vont se manifester. Il se pourrait très bien que ce chiffre net recouvre des réalités très très diverses, c'est-à-dire des baisses à certains endroits et des augmentations à d'autres. Auquel cas, enfin, si effectivement il y a des, vous voyez bien que le sujet est un petit peu complexe, c'est-à-dire que si effectivement il y a des régions qui se dépeuplent et d'autres qui connaissent une croissance forte, eh bien, on se retrouve potentiellement avec un besoin de nouveaux logements qui est beaucoup plus important. Donc, et là, on va toucher un point de la planification, c'est-à-dire qu'il s'agit, c'est pour ça que j'y reviens tout à l'heure, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, dans le cadre d'une planification, je pense qu'il appartient à chaque région de définir sa propre vision du besoin de logement et à quels endroits dans sa région, voilà, pour qu'on puisse vraiment raisonner. Maintenant, ça, c'est le besoin de nouveaux logements et de cet ordre-là, mais ça comprend aussi bien les logements neufs que les rénovations. Précisément, il y a une partie des logements en France qui ne sont pas utilisés, on évalue à quelques pourcents. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose en rénovation? Il y a des logements qui sont mal utilisés, précisément parce qu'ils sont de mauvaise qualité, et donc il y a des mètres carrés qui sont sous-utilisés. Donc il y a des enjeux de rénovation très importants. Il y a quand même un très très gros potentiel d'amélioration de l'attractivité des logements via la rénovation. Et donc c'est une priorité importante, même si, comme je le disais tout à l'heure, l'équation économique de ces rénovations n'est pas évidente, puisqu'en fait, ça peut coûter relativement plus cher de rénover que de construire, dans certains cas. Hein. Donc, effectivement, on a une autre question aussi intéressante sur plutôt l'aménagement commercial, qui est donc, est-ce que le ZAN serait finalement pas une opportunité pour repositionner le foncier au cœur des politiques d'aménagement commercial? Donc, je ne sais pas si Monsieur Chambon, vous avez un avis à ce sujet. Bon, c'est moins mon sujet, mais en tout cas, ça pose la question juste par rapport à juste précédemment sur juste une petite digression sur la densité. Il y a un phénomène aussi en ville qui pèse, c'est le desserrement des ménages. C'est-à-dire que on fait du logement pour plein de gens, donc on a une dédensification du logement. Ouais. Les modes de vie sont tels qu'ils sont. Avant, vous aviez des fois 3 générations, c'était pas atypique. Vous aviez, ben voilà, les gens maintenant, famille monoparentale, ils divorcent. Donc voilà, c'était juste un petit cri pour dire qu'on a aussi ce double phénomène qui est parfois très violent, c'est qu'on construit plus pour moins de gens. Donc voilà, c'était je l'ai pensé fort, donc je voulais le dire sur la précédente question. Non, sur les zones commerciales, moi j'ai moins l'expertise, mais il est sûr que ça pose la question. Nous, on a sur l'échelle de Houille, on a une zone commerciale avec une boîte à chaussures posée sur une dalle de goudron. Bon, bah forcément, c'est une hérésie, quoi. On artificialise le sol. Nous, on a un vrai problème aussi, c'est les eaux pluviales, la façon dont ça ruisselle. Ça me fait penser un peu à ce débat-là, finalement. On doit repenser la question sur comment les surfaces et la peau de nos villes absorbent l'eau de pluie. Donc, on est un peu dans la logique finalement du stockage de carbone quelque part parce que nos modèles urbains, nos modèles d'assainissement ont complètement éludé cette question-là. Bon, du coup, désolé, je partais sur une thématique que je connaissais, mais sur les zones commerciales, moi, je trouve en tout cas que le modèle de la boîte à chaussures posée sur la galette de goudron, en tout cas, est une hérésie, à mon sens, et encore plus en ville quand le foncier est tellement rare et précieux et qu'on cherche à le désartificialiser. En tout cas, ça, c'est mon point de vue en tant qu'élu. Parfait. On avait peut-être une dernière question qui nous arrivait concernant effectivement les enjeux de la vacance dans le parc existant. Alors, sur les données, on avait une question sur les données, mais on ne pourra pas les mobiliser en tant que tel parce qu'effectivement, ce n'est pas le sujet qu'on a ouvert précisément. Monsieur le maire ou Monsieur Morel, est-ce que vous avez des éléments sur comment lutter contre la vacance et justement permettre de mieux utiliser le parc existant dans cette situation contrainte?
Non, mais je pense que M. Morel l'a dit, il faut que chaque territoire connaisse bien la réalité de son sujet. En fait, moi, j'ai le sentiment des fois qu'on a beaucoup de chiffres qui circulent et on n'en va pas chercher à les objectiver, en fait, à les creuser. On nous dit il faut construire tant de logements. Bon, bah, à un moment donné, oui, mais où, quand, comment, sur quel territoire connaissons-nous exactement notre parc? Mais, Le logement absolument. social, on en construit énormément. Il y en a Mm. besoin, il n'y a pas de débat. Le prix du logement fait que pour loger certaine personne, pour qu'elle se loge, il faut du logement abordable à travers le logement social. Mais est-ce que la question de la gestion du stock, de la gestion de l'occupation réelle, est-ce qu'on se pose la question de savoir qu'aujourd'hui, on a des personnes qui ont élevé leurs enfants, qui se retrouvent dans des F4, dans le logement social, elles sont toutes seules, elles doivent chauffer, c'est une hérésie. Donc, je pense qu'il faut parfois aller au-delà de la politique de chiffres et de quotas et objectiver, chercher à comprendre en effet le fonctionnement de son parc de logement. Après, nous, à l'échelle de Houille, on a une part de logements vacants qui n'a pas l'air atypique et quand on la questionne, elle est plutôt due aux transitions. J'ai un logement qui est sur le marché, il va être vacant pendant 2-3 mois, il va être reloué, donc il faut faire attention un peu à cette idée qu'il y aurait un trésor caché. Hein. À mon avis, il ne faut pas non plus trop faire de plan sur la comète. Mais en revanche, il faut que chaque territoire se pose la question de la réalité de ses besoins et de son état, de son diagnostic du parc de logement. Je trouve qu'on est trop à chaque fois sur de l'incantation et des politiques de chiffres qui ne sont pas travaillées assez sérieusement. À mon sens, c'est la première étape. Quel est Oui. le besoin réel et l'état existant de la situation? Absolument. La planification des besoins doit être régionalisée. C'est une des recommandations fortes qu'on a essayé de faire dans le cadre du plan de transformation de l'économie française. Donc, il y a des chiffres nationaux, mais qui veulent, c'est des espèces de moyennes. Vous savez, c'est comme, pardon, je vais finir avec, j'avais un professeur de physique qui disait, la moyenne, ça veut rien dire. Vous prenez un gars, vous lui mettez la tête dans le four, les pieds dans le frigidaire, en moyenne, il est bien. Donc, voilà, c'est ça, c'est le, pardon de ce petit truc, mais en gros, les moyennes, les grands chiffres ne vont pas nous donner grand-chose, si ce n'est juste un point de départ de la réflexion, mais il est impératif que la planification des besoins de logement puisse se décliner au plan régional enfin, à l'endroit où est gérée la décision, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire au niveau du PLU, du maire, etc., que chaque collectivité locale se pose la question de ses besoins, encore une fois, dans un cadre d'ingénierie sociétale, je reprends votre terme, c'est-à-dire d'une réflexion sur ce que doit être la ville, quels emplois, quel fonctionnement, et donc quels besoins de logement, pour quelle ville, voilà, et donc et on regarde ensuite les vacances de son secteur, pas les vacances en général, hein, pour essayer d'arbitrer construction neuve, rénovation, etc. Mais on a les outils aujourd'hui quand même avec les PLU, les STRADET, enfin, on a beaucoup progressé en France depuis 20 ans, enfin, en tout cas sur le document d'urbanisme, les cadres existent, il faut qu'on s'en empare et il faut qu'on intègre ça dans une réflexion de planification stratégique qui est la première étape de la politique, qui n'est pas la loi, hein, qui est la vision, justement. Hein. Et donc, on est un pays où la planification a très bien fonctionné dans les années 70 pour les 30 glorieuses. Il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas capable, avec des outils de planification, de gérer ce nouveau paradigme qui est celui qui nous est imposé par la physique et par la préservation des ressources naturelles. Parfait. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce débat sur un sujet toujours passionné et passionnant. Voilà. C'était vraiment très, très riche de croiser vos regards respectifs sur cette problématique qui, effectivement, est technique, bien évidemment, mais hautement politique. Je crois que vous avez pu illustrer, en tout cas, avec une belle hauteur de vue, les différents enjeux de ce débat. On vous donne rendez-vous pour la suite de nos travaux qui vont être publiés dans le courant de l'année 2022 autour de l'objectif zéro artificialisation nette des sols. Nous avons notamment une réflexion que nous souhaitons porter autour de la constitution d'un marché des droits à artificialiser pour proposer une manière de faire qui puisse être plus fluide pour justement mettre en œuvre cet objectif zéro artificialisation nette des sols. Et une dernière note qui traitera, elle, justement, plutôt des enjeux de stratégie foncière en matière de politique publique à développer pour essayer, justement, de concilier les différents enjeux, parfois des injonctions contradictoires sur
la réindustrialisation, la production de logements, tout en conservant effectivement les sols qui sont une ressource rare à préserver. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat. Merci de nous avoir suivis dans ce live en direct et d'avoir posé vos questions. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel événement. Au revoir. Au revoir. Merci à vous. Merci. Merci.